qu'est-ce que le bonheur pour vous? Alors le bonheur, pour moi, le bonheur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des instants, des moments de bonheur. Et ces instants de bonheur ou ces moments de bonheur, ils existent d'un côté parce que pour savoir qu'il existe le bonheur, il faut qu'il y ait un contrepoids, une contrepartie, une balance, c'est le malheur. Donc le bonheur n'existe que lorsqu'on a une perception, une compréhension du malheur, et j'ai rien inventé parce que c'est la différence entre nirvana, le bonheur, et le samsara, le malheur. Donc voilà, c'est quoi le nirvana et le samsara? Nirvana, c'est le bonheur dans la philosophie bouddhiste, et samsara, c'est le pendant. C'est le pendant qui permet d'identifier, on est heureux à un instant donné, et on le sait parce qu'à un autre moment on était malheureux, mais on voit bien la différence entre le malheur et le bonheur. Et pour voir la différence entre deux choses, il faut qu'il y en ait deux, et si on n'avait qu'une seule, s'il n'y avait que le bonheur, comment serions-nous? Oui, donc vous dites que ce qui n'existe pas, c'est le bonheur, la béatitude. Oui, le bonheur total et complet, c'est pas possible. Et puis, s'il n'existait que ça, comment on pourrait savoir qu'on est dans le bonheur? Parce qu'il n'existe que ça. Il faut qu'il y ait un point de comparaison, un contrepoids, une balance. Voilà. Alors après, le bonheur, mis à part cette considération un peu philosophique, concrètement au quotidien, c'est quoi? Moi, il y a une phrase d'un auteur que j'ai lu il y a très très longtemps, quand j'avais 18 ans, qui m'a beaucoup marqué. Lorsque je passais mon bac, c'est Nietzsche, et j'ai rien compris à Nietzsche, mais absolument rien du tout. J'ai eu une très mauvaise note en philo, mais j'ai retenu une phrase qui me hante ou qui m'habite, qui m'habite plutôt que me hante, c'est aime ce qu'il advient, ce qui te libère de toute attente. Aime ce qu'il advient, ce qui te libère de toute attente. Dit tout simplement, c'est ici et maintenant. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Le bonheur, c'est on discute pendant quelques minutes, on ne se connaissait pas il y a quelques minutes, on se connaît, voilà, une rencontre, c'est ici et maintenant, et je suis content d'être là. Voilà. Est-ce que dans la vie que vous avez vécue, il y a des événements ou quelque chose qui vous a fait prendre conscience, ou quelque chose d'important dans la vie pour être plus heureux? Quelque chose que vous avez peut-être transmis à vos enfants, ou que vous aimeriez transmettre à vos enfants? Oui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce que pour connaître, apprécier la situation ou ne pas apprécier la situation dans laquelle on se trouve, il faut un peu d'expérience, et je pense que j'ai plus de facilité à répondre à votre question maintenant que lorsque j'avais 20 ans. Parce qu'en 20 ans on est plus insouciant, à 48 ans on se pose un certain nombre de questions. Donc oui, les 2-3 règles règles ou modes de fonctionnement au quotidien que j'essaie d'appliquer, c'est de mettre du jeu. Je crois beaucoup au jeu. D'ailleurs, ici, la métaphore du jeu, pour moi, c'est la balle. Il y a des ballons un peu partout dans cette entreprise, des petites, moyennes, grandes balles. Et chaque fois que je vois un ballon pas loin de moi, ça me rappelle le plaisir du jeu, et ça me rappelle le temps où j'étais un enfant, parce que je joue quand même plus souvent avec Pourquoi vous n'êtes plus un enfant? Biologiquement, non, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai des gens beaucoup plus jeunes autour de moi, et que je dois être le plus jeune dans mon entreprise. Mais l'idée, c'est de garder un plaisir. Le plaisir du jeu, c'est vraiment quelque chose qui nous vient de l'enfance, la cour de récré, courir après quelque chose de rond, carré, etc. Et ça, si je pouvais régulièrement organiser des parties sur la base de ballon de foot ou d'autres choses avec mes clients, je serais ravi. Alors, je suis venue ici parce qu'en fin de compte, les éditions Le Duc régulièrement m'envoient des bouquins, d'ailleurs je les en remercie, et ils m'ont envoyé Switch, Oser le changement. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que Switch, Oser le changement? De quoi ça parle? Alors Switch, Oser le changement, c'est un ouvrage qui est sorti il y a 2 ans aux États-Unis, qui a été écrit par deux profs d'universités prestigieuses américaines. Et alors de quoi ça parle? En fin de compte, c'est vraiment un bouquin atypique, exceptionnel de mon point de vue. Et je passe mon temps à lire des ouvrages de management, donc pour moi ça fait partie des 4-5 meilleurs bouquins depuis 10 ans, parce que ça parle simplement du thème qui est par exemple le thème d'actualité aujourd'hui. Je vous défie aujourd'hui de ne pas avoir entendu parler, par exemple depuis le début de l'année, faisons simple, début de l'année 2012, de changement. C'est même un thème de campagne de 2 des candidats à l'élection présidentielle.
Donc le changement, c'est une thématique vieille comme le monde, qui est très, très d'actualité, notamment sur le plan politique. Et donc l'objet de cet ouvrage, le contenu de cet ouvrage, c'est de donner des portes d'embarquement. L'idée, c'est de se dire, à partir du moment où je suis dans une situation X et que je veux évoluer dans une situation Y, à partir du moment où je veux changer, qu'est-ce qui pourrait m'aider, qu'est-ce que je peux faire, je crois beaucoup à la notion de la métaphore du voyage. Pour changer, c'est bouger, aller d'un point à un autre. Quelles sont les portes d'embarquement? Imaginez-vous dans un aéroport avec l'aéroport du changement, avec potentiellement, il y en a 10 portes d'embarquement pour un changement réussi. Donc c'est un livre simple, parce que les solutions, on en parlera, les portes d'embarquement qui sont évoquées sont très simples. C'est un livre qui raconte la vraie vie, c'est le deuxième point. La vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas du tout un livre rempli de héros. Il n'y a aucune personne connue dans ce livre. D'ailleurs, moi, je suis préfacier, mais je suis absolument pas connu, à part vous, ma mère, mon poisson rouge. Et donc, c'est intéressant parce que ça raconte des histoires concrètes dans l'environnement professionnel ou dans l'environnement personnel de changements réussis. Alors, c'est quoi les clés du changement? Comment on peut changer? Qu'est-ce qui freine le changement? Alors, je suppose que c'est lié les deux. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, le changement, il y a un certain nombre de pièges dans le changement. Le premier piège, c'est de considérer que il ne faut pas tomber dans le piège de croire que pour changer, que le comportement des gens est immuable et ils ne veulent pas changer parce qu'ils ont toujours le même comportement. Non, les gens ne sont pas résistants au changement. Les gens refusent de changer quand ils n'y voient pas leur intérêt. Tout simplement. Tant qu'on ne vous a pas prouvé l'intérêt du changement, je ne vois pas pourquoi ça marcherait. La deuxième idée phare, c'est que vouloir faire changer les gens de façon raisonnée, en parlant à leur raison, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Ah bon? De commencer un changement, entendons bien, de commencer. Si je vous dis fumer tue, imaginons que vous soyez fumeur, ma mère fume 2 paquets de cigarettes par jour depuis 45 ans, elle sait qu'elle peut en mourir, elle est tout à fait d'accord, mais elle continue de fumer. Donc ça renvoie à des travaux d'un chercheur, Jonathan Hay, l'hypothèse du bonheur. Ah ouais, j'adore. Vous connaissez. Ouais, donc il a une image, une métaphore très très forte qui est reprise dans ce... C'est l'éléphant le cornac. Voilà, exactement. Et donc le cornac, c'est le conducteur, c'est le rationnel. Donc lorsque vous lui parlez, il comprend très très bien les choses. Par contre, ça ne le motive pas, il n'y a pas de motivation à changer. À l'inverse, il conduit un éléphant, qui est en fin de compte métaphoriquement l'émotion. Et en fin de compte, si on arrive à faire, c'est bien l'objectif de faire bouger l'éléphant, eh bien, le conducteur va accompagner. Parce que forcément, entre un animal de plusieurs tonnes et un homme de plusieurs kilos, quand il s'agit de bouger, on voit bien qui peut faire bouger l'autre. Oui, et puis il est dessus en plus, donc il n'a pas trop le choix, le cornac. Il n'y a pas trop le choix. Donc un des éléments phares de ce livre, c'est de tordre vraiment le cou à des idées reçues, notamment de penser que le changement, c'est analyse, réflexion, changement. Alors qu'en fin de compte, le changement, c'est vision, émotion, changement. Je vais vous donner un exemple pour être beaucoup plus clair, beaucoup plus concret. Est-ce que vous savez que le téléphone portable, de ce type ou d'un autre, a sauvé 1 800 000 vies en Afrique entre 2005 et 2007. Le téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'en 2005-2007, le groupe de rock U2, lors de son concert, à chaque fois que la chanson dans le concert, à chaque concert, une chanson phare de U2 qui s'appelle One arrivait, il y avait un petit speech du chanteur leader Bono qui demandait à tout un chacun de sortir son téléphone portable et de taper 4 chiffres sur le clavier, et ces 4 chiffres généraient un don automatique de $1 million. Et il a provoqué une émotion parce qu'à chaque fois, son speech commençait de la façon suivante. En 1960, la première fois que j'ai eu connaissance des États-Unis, c'est John Kennedy qui parlait d'envoyer 10 ans plus tard les Américains sur la Lune. Et il dit, je le cite, je pensais que vous étiez un peuple, si ça passe aux Américains, un peuple de fous. Aujourd'hui, ce qui appartient à notre génération, nous dit Bono, c'est de faire redescendre l'humanité sur Terre. C'est beau. Donc voilà, donc ça c'est la vision de Bono qu'il souhaite partager. Faire redescendre l'humanité sur Terre. Et faire redescendre l'humanité sur Terre, c'est éradiquer
la faim en Afrique. C'est pas normal qu'en 2005, 2007, peut-être à l'époque des concerts, il y a encore des enfants qui meurent de faim. Et donc là, il provoque une émotion et il nous indique clairement un chemin. C'est une deuxième porte d'embarquement du livre. Le chemin très clair, c'est merci, dans 4 touches sur votre clavier, merci. Vous ne pouvez pas laisser cette chose, ça appartient à notre génération, d'éradiquer la faim dans le monde. Merci de taper 4 chiffres pour donner $1. Et donc il a sauvé, je ne me souviens plus des chiffres, on s'en fiche des chiffres, ce qui est important c'est à quoi ça sert. Et ça a permis de sauver 1 million, parce que donc ça a alimenté des associations caritatives, et ça a permis de sauver entre 2005 et 2007 1 800 000 vies d'enfants. Parce qu'il a parlé à l'émotion des gens. Oui, absolument. Donc là, le changement, c'est de l'ordre de quoi, de donner de l'argent alors qu'avant on n'en donnait pas, c'est ça? Le changement c'est... tout dépend du changement que vous visez. En l'occurrence, Bono, le changement qu'il voulait provoquer, c'est faire que le partage de richesses soit plus équitable dans le monde. D'accord. Et comment faire pour solliciter des gens, en l'occurrence les Américains, qui sont les gens les plus sollicités du monde, puisque avec les Chinois c'est le peuple le plus riche, comment faire qu'en fin de compte ils s'intéressent, alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire, à des Africains, des jeunes Africains qui meurent à plusieurs milliers de kilomètres. Alors qu'ils, naturellement, les Américains donnent plutôt localement, à des gens dans la rue, leur quotidien. Et là, pour arriver à faire changer les gens, il faut, c'est un des thèmes du livre, notamment repris par... issu de Jonathan Hay, donc c'est de parler aux émotions des gens. Quand vous voulez provoquer un changement, il faut provoquer un démarrage de changement, il faut parler au cœur des gens. Donc il faut parler de cœur à cœur. Parce qu'il faut que ce soit authentique aussi pour que ça touche. Oui, bien sûr, mais il était authentique, il était sincère, donc oui, bien sûr. Ok, donc parler aux émotions, au cœur. Au cœur. Pourquoi ça marche pas toujours? Alors ça marche pas toujours parce que, reprenons la métaphore de l'éléphant, si vous arrivez à faire bouger l'éléphant, c'est très bien, mais il faut quand même que quelqu'un lui donne une direction, le cornac. Et donc là, le cornac, c'est parler au côté gauche du cerveau, le côté rationnel. Et donc concrètement, ça veut dire, dans l'exemple de Bono et avec la collecte de fonds pendant The One Campaign, c'est d'être très concret et demander aux gens pendant le concert de sortir leur téléphone et de taper des claviers, les 4 chiffres sur le clavier. Ça c'est très concret. Il aurait très bien pu faire un speech et dire voilà, pensez à donner de l'argent à telle association quand vous sortirez du concert. Non, maintenant les outils modernes font qu'on peut rapprocher tout de suite l'intention de l'action en 4 secondes. Oui, parce qu'on sait qu'en plus les intentions peuvent s'évaporer. Oui, là bien au moins, sûr. On est dans l'émotion et on agit par rapport à cette émotion. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut encore un 3e ingrédient. Ah. Oui. Mais oui. Il en faut dans votre recette. Juste 3. C'est juste 3. Si c'était simple, ça se saurait. Ça fait longtemps que tout le monde changerait facilement. Donc le premier point, c'est susciter une émotion. C'est donc mettre en marche l'éléphant. Le 2e point, c'est un conducteur qui donne des directions, des instructions, dans l'exemple du téléphone, très précises à l'éléphant. Mais il manque juste une dernière chose toute simple, c'est où on va. Quel est le chemin? Et c'est le 3e point de la méthode, de la démarche d'analyse, des portes d'embarquement, c'est tracer le chemin. Avec des buts? Oui, alors concrètement, c'est par exemple, pour que l'éléphant ait envie d'avancer, c'est lui indiquer que le chemin n'est pas trop long. C'est indiquer qu'on a des... Couper, mettre des étapes peut-être, par exemple. Absolument. Et truc tout bête, c'est par exemple à chaque étape, dire qu'on est sur le bon chemin et dire que c'est bien. On se donne des petites tapes dans le dos. Voilà. Il y a un proverbe auvergnat qui est très joli, qui dit qu'il faut bien être avare pour jamais dire merci. Donc voilà, le changement, tracer le chemin, c'est dire à l'éléphant, à son conducteur, nous sommes sur le bon chemin, dans la bonne direction, c'est bien, bravo, continuez. Mais évidemment, il faut que ce soit sincère, il ne faut pas que ce soit toutes les 3 secondes, parce que sinon ça devient suspect, mais encourager les gens, il n'y a quand même pas mieux à faire. Après, sur le chemin, c'est aussi faire que le chemin soit moins difficile. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, qui est avec l'éducation. Certains professeurs se plaignent que les élèves ne viennent pas en cours, n'arrivent pas en cours, notamment quand ils sont ados, un peu rebelles, et que personne ne souhaite se mettre au premier rang. Il y a un professeur dans un lycée parisien qui a une idée extraordinaire. Le premier rang,
il a décidé, il a donné un chemin beaucoup plus simple à ses étudiants pour qu'ils aient envie de s'installer au premier rang. Il a viré les chaises, il a mis un canapé. Ah, c'est génial! Un vieux canapé, et maintenant tout le monde est au premier rang. Faut donner envie. Voilà. Faut changer l'environnement. Si l'environnement, le premier rang, est pénible, pas agréable, confrontatif, on est mal assis sur les chaises, changez l'environnement. C'est parce qu'on change l'environnement qu'on peut changer les comportements. D'accord. Il faut arrêter de penser que les étudiants, ils sont tous bornés et qu'ils ne veulent pas s'asseoir au premier rang. Donnons-leur une envie d'un environnement qui leur permette de s'asseoir en premier rang. Ouais, l'envie. Et vous êtes donc préfacier du livre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes préfacier? Pourquoi on a fait appel à vous? On faudrait demander à l'éditeur. Mais j'ai 2-3 idées, je vais pouvoir répondre à ça. C'est lié au fait que mon métier, moi je suis président d'une entreprise qui s'appelle Ethic Consulting. Et le métier d'Ethic Consulting, notre métier de l'ensemble des consultants, c'est de redonner le sourire aux managers dans les organisations. Redonner le sourire. Et donc, ils l'ont perdu? Oui, ils l'ont perdu. Oui, ils l'ont perdu. Enfin, pas tous, puis pas tout le temps, Dieu merci. Mais de temps en temps, quand il y a une logique de petits coups de moins bien, l'idée c'est d'aider les managers à aller d'un point A à un point B. Ce livre, il a un intérêt, c'est qu'il est simple, il est facile d'accès et surtout il propose différentes portes d'embarquement. J'aime bien la notion de porte d'embarquement pour un voyage. Et donc ça, c'est une méthode que vous appliquez vous dans votre consulting? Absolument. Oui. D'accord. Oui, nous en avons fait une méthodologie. Ok, qui est insérée dans vos méthodes de travail. Oui, c'est pour ça alors qu'ils ont fait appel à vous en tant que préfacier. Je sais pas, ça a dû aider, parce que ça m'a vraiment donné envie, ce livre nous a vraiment donné envie de le rendre concret, opérationnel dans la vie des entreprises. Mais ça marche aussi dans la vie personnelle. L'exemple des étudiants, c'est Et vous avez rencontré les auteurs ou pas? Non, ils sont aux États-Unis. Oui, mais il faut qu'ils passent, il faut qu'ils viennent nous voir. Je suis d'accord, c'est pas facile. Vous leur dites, je les cherche. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. Ah, mais il faut qu'ils se mettent français par contre. Non, ils se mettront pas en français. Désolé, on sous-titrera, c'est pas grave. Ah, mais c'est bon, sous-titré, vous vous rendez pas compte. Allez, je ferai une interview en anglais exceptionnellement, donc vous leur dites si vous les voyez. C'est noté, sans problème. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné de votre temps et d'avoir répondu à mes questions. Sans problème. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.